Je suis millionnaire et je me suis déguisé en éboueur. J'ai testé la fiancée de mon fils. Sa réaction a été choquante. J'ai été surpris par son attitude. Je me souviens encore de ce matin-là, assis dans mon bureau au dernier étage de la tour Saint-Germain, contemplant le panorama parisien qui s'étendait devant moi. Les premiers rayons du soleil d'automne caressaient les toits d'ardoise, créant un spectacle que j'avais admiré des milliers de fois au cours de mes 60 années. Mais ce jour-là, mon esprit était ailleurs. Sur mon bureau en acajou massif, une tablette affichait le dernier post Instagram de Céleste Dubois, la fiancée de mon fils unique, Antoine. À 25 ans, Céleste était l'incarnation même de ce que la génération moderne appelait une influenceuse. Ses photos soigneusement mises en scène, ses tenues haute couture et ses sourires calculés avaient captivé plus d'1 million d'abonnés. Et malheureusement, mon fils faisait partie de ses admirateurs les plus dévoués. Monsieur Beaumont, la voix de ma fidèle assistante, Marie-Claire, interrompit mes pensées. « Votre fils est arrivé. » Antoine entra dans mon bureau, rayonnant de ce bonheur naïf qui me brisait le cœur. À 32 ans, mon fils avait hérité de mes traits, mais possédait la douceur de sa défunte mère. Il s'approcha de mon bureau, tenant une petite boîte de velours rouge. « Papa, regarde. Je vais la demander en mariage ce soir. Le diamant appartenait à grand-mère. Je l'ai fait retailler pour Céleste. » Mon cœur se serra. Ce bijou familial, transmis de génération en génération, allait orner le doigt d'une femme dont je doutais sincèrement des intentions. Depuis 6 mois que Céleste fréquentait notre cercle, j'avais observé ses regards furtifs vers nos œuvres d'art, sa fascination pour nos comptes en banque à peine dissimulés, et surtout cette lueur calculatrice dans ses yeux quand elle pensait que personne ne la regardait. « Antoine, commençai-je prudemment, es-tu certain de ta décision ? Vous ne vous connaissez que depuis 6 mois, je sais, me coupa-t-il. Mais papa, quand on sait, on sait. Tu as toujours dit que tu avais su dès le premier regard avec maman. » La mention de Claire, ma défunte épouse, me fit tressaillir. Notre histoire avait été pure, sincère. Claire venait d'une famille modeste, mais son cœur était d'or. Elle n'avait jamais regardé notre fortune, préférant continuer son travail d'institutrice même après notre mariage. Je me levai et m'approchai de la grande baie vitrée. En contrebas, je pouvais voir Céleste sortir de sa Ferrari rouge, cadeau d'Antoine pour leurs 3 mois de relation. Elle portait une robe Chanel, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, captant la lumière du soleil. Même de cette distance, je pouvais voir qu'elle filmait son arrivée pour ses réseaux sociaux. « Antoine, repris-je, l'amour ne se mesure pas en followers ou en likes. Ta mère... »« Papa, je t'en prie, soupira-t-il. Céleste est différente de ce que tu imagines. Elle a un grand cœur. Si tu prenais le temps de la connaître vraiment. » Ces mots firent naître une idée dans mon esprit. Oui, peut-être était-il temps de connaître la véritable Céleste Dubois, loin des filtres Instagram et des sourires de façade. Je n'avais pas bâti un empire en faisant confiance aveuglément aux apparences. « Tu as raison, concédai-je. Je devrais faire plus d'efforts. » Antoine sourit, soulagé, et m'étreignit avant de quitter mon bureau. Une fois seul, je sortis mon téléphone et composai un numéro. « Jacques, j'ai besoin de tes services. Il est temps de mettre en place une petite mise en scène. Mon vieil ami, ancien acteur reconverti en consultant, comprendrait parfaitement ce que je lui demandais. Dans les prochains jours, Céleste Dubois allait faire la connaissance d'un humble éboueur, sans savoir qu'elle parlait au patriarche des entreprises Beaumont. Le jeu allait commencer, et j'étais déterminé à protéger mon fils, même si cela signifiait jouer un rôle que je n'avais jamais endossé auparavant. Après tout, n'est-ce pas le devoir d'un père de veiller sur son enfant, même quand celui-ci pense ne pas en avoir besoin? Le lendemain matin, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain privée, méconnaissable. Jacques avait fait un travail remarquable. Mes cheveux gris soigneusement coiffés étaient maintenant dissimulés sous une perruque brune ébouriffée. Une barbe postiche grisonnante couvrait mon menton habituellement rasé de près. Mes mains, autrefois douces, étaient maintenant rugueuses grâce à un maquillage spécial. J'enfilai une combinaison d'éboueur, sentant le tissu rêche contre ma peau. « Monsieur », dit Mathilde, ma gouvernante depuis 3 décennies, en entrant dans la pièce. Elle s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Mon Dieu, je ne vous aurais pas reconnu. » Je lui souris à travers le miroir. « C'est le but, ma chère Mathilde. Aujourd'hui, je ne suis plus Victor Beaumont, le magnate des affaires. Je suis simplement Marcel l'éboueur. » Mathilde s'approcha, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Monsieur,
Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? C'est risqué. Je me tournai vers elle, prenant ses mains dans les miennes. Mathilde, vous connaissez Antoine depuis sa naissance. Ne pensez-vous pas qu'il mérite de connaître la vérité sur la femme qu'il veut épouser? Elle baissa les yeux, hésitante. Oui, mais et si vous vous trompez sur elle? Alors je serai le premier à m'excuser et à l'accueillir dans notre famille, répondis-je avec conviction. 1 heure plus tard, je me trouvais dans une ruelle près du café de Flore, le cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'était le lieu de prédilection de Céleste pour ses brunchs quotidiens, toujours accompagné d'une séance photo pour ses followers. J'attendis patiemment, balai en main, feignant de nettoyer la rue. À 11 heures précises, j'entendis le vrombissement caractéristique d'une Ferrari. Céleste arriva, vêtue d'une robe blanche vaporeuse et de talons aiguilles, qui semblait peu pratique pour marcher sur les pavés parisiens. Elle était accompagnée d'une jeune femme que je reconnus comme sa meilleure amie et partenaire d'influence, Élodie. Alors qu'elles s'approchèrent de l'entrée du café, je m'avançai maladroitement, balayant près de leurs pieds. « Excusez-moi, mesdames », marmonnai-je avec un accent que j'espérais convaincant. Céleste recula brusquement, comme si j'étais porteur d'une maladie contagieuse. « Faites attention, vous !» s'exclama-t-elle, son nez se plissant de dégoût. « Pardon, madame », m'excusai-je, baissant la tête. « Je ne voulais pas vous déranger. » Élodie me jeta un regard compatissant, mais Céleste l'attrapa par le bras. « Viens, Élo, ne perdons pas notre temps avec ça. » Leur conversation continua alors qu'elles entrèrent dans le café, mais j'entendis clairement Céleste dire « Mon Dieu, ils devraient garder ces gens-là loin des quartiers chics. C'est vraiment dégoûtant. » Je restais là, mon balai à la main et le cœur lourd. Était-ce vraiment la femme que mon fils voulait épouser? Cette femme qui regardait un être humain comme s'il n'était qu'un déchet sur le trottoir? Pendant les 2 heures suivantes, je restais dans les parages, nettoyant la rue et observant discrètement à travers les fenêtres du café. Céleste et Élodie prenaient des photos de leurs assiettes, se filmaient en train de rire, tout semblait calculé pour leurs réseaux sociaux. Lorsqu'elles sortirent enfin, je décidai de tenter une dernière approche. Je m'avançai vers elles, tenant mon balai comme une canne. « Excusez-moi, mesdames, » dis-je doucement. « Auriez-vous quelques pièces pour un vieil homme qui n'a pas mangé depuis 2 jours ?» Élodie sembla hésiter, sa main se dirigeant vers son sac, mais Céleste l'arrêta. « Ne sois pas stupide, Élo. C'est probablement pour s'acheter de l'alcool. Allez, on y va. » Elles s'éloignèrent rapidement, me laissant là, au milieu du trottoir. Je les regardais monter dans la Ferrari, le moteur rugissant alors qu'elles s'éloignaient. Ce soir-là, de retour dans mon bureau, je fixai le portrait de Claire accroché au mur. « Oh, ma chérie, murmurai-je, comment puis-je faire comprendre à notre fils qu'il est sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie ?» La réponse me vint soudainement. Une idée audacieuse, risquée, mais qui pourrait tout changer. Je saisis mon téléphone. « Marie-Claire, j'ai besoin que vous organisiez un gala de charité, ici, dans notre manoir. Et j'ai une liste très spéciale d'invités d'honneur à convier. » Le plan prenait forme dans mon esprit. Si une simple rencontre dans la rue n'avait pas suffi à révéler la vraie nature de Céleste, peut-être qu'une soirée entière entourée de personnes qu'elle jugeait inférieures le ferait. Et cette fois, mon fils serait là pour tout voir. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Marie-Claire, efficace comme toujours, avait transformé le manoir familial en un lieu digne des plus grands galas de charité parisiens. Les jardins à la française étaient illuminés de milliers de petites lumières, créant une atmosphère féerique. À l'intérieur, les salons resplendissaient, les œuvres d'art de notre collection familiale côtoyant des créations d'artistes émergents des quartiers populaires. Le soir du gala arriva enfin. Je me tenais dans le grand hall, accueillant les invités. Antoine était à mes côtés, rayonnant dans son smoking, impatient de voir arriver Céleste. « Papa, » me dit-il, « je suis vraiment fier de toi. Ce gala pour soutenir les quartiers défavorisés, c'est une idée magnifique. » Je lui souris, sentant une pointe de culpabilité. Si seulement il savait mes véritables intentions. C'est important de ne jamais oublier d'où l'on vient, mon fils. Soudain, un murmure parcourut la foule. Céleste venait de faire son entrée, resplendissante dans une robe de haute couture d'un rouge éclatant. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élaboré, parsemé de petits diamants qui scintillaient à chacun de ses mouvements. Elle était à couper le souffle, et je vis dans les yeux d'Antoine qu'il était complètement sous son charme. « Mon amour », dit-elle en s'approchant, embrassant Antoine sur la joue, « cette soirée est magnifique.
Elle se tourna vers moi, son sourire parfait en place. « Monsieur Beaumont, quelle merveilleuse initiative! C'est tellement charitable de votre part. » Je remarquai une légère hésitation dans sa voix, une lueur dans ses yeux qui trahissait son inconfort. « Merci Céleste, j'espère que vous apprécierez la soirée. Nous avons des invités très spéciaux ce soir. » Comme pour confirmer mes paroles, Mathilde s'approcha, accompagnée d'un groupe de personnes. Je les reconnus immédiatement. Fatoumata, la propriétaire du petit restaurant sénégalais du 18e arrondissement. Mohamed, le chauffeur de taxi qui m'avait un jour raconté son rêve d'ouvrir une école de musique pour les enfants défavorisés. Lucie, l'infirmière qui travaillait sans relâche dans un hôpital de banlieue. Tous étaient habillés élégamment, mais on pouvait voir qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre d'événement. « Mesdames et messieurs, annonçai-je d'une voix forte, je vous présente nos invités d'honneur de ce soir. Ce sont eux les véritables héros de notre ville, ceux qui travaillent dur chaque jour pour rendre Paris meilleur. » Je vis le visage de Céleste se crisper légèrement, son sourire devenant forcé. Antoine, quant à lui, semblait ravi, serrant chaleureusement la main de chacun des invités. Au fil de la soirée, j'observais attentivement Céleste. Elle naviguait dans la foule avec grâce, mais je notais qu'elle évitait soigneusement nos invités spéciaux. Quand Mohamed tenta d'engager la conversation avec elle, parlant avec passion de son projet d'école de musique, je la vis jeter des regards désespérés autour d'elle, cherchant une échappatoire. À un moment donné, je surpris une conversation entre Céleste et Élodie dans un coin isolé du jardin. « C'est un cauchemar », murmurait Céleste. « Comment suis-je censé prendre des photos pour mon Instagram avec ces gens en arrière-plan ?» Élodie semblait mal à l'aise. « Céleste, ce ne sont que des personnes normales. Peut-être que tu devrais essayer de... » « Des personnes normales » l'interrompit Céleste, sa voix montant d'un octave. « Hello, regarde autour de toi, ce n'est pas notre monde. Si j'épouse Antoine, je ne veux pas que ma vie soit remplie de ça. » Je m'éloignais discrètement, le cœur lourd. Mes soupçons se confirmaient, mais je ne ressentais aucune satisfaction. Seulement une profonde tristesse pour mon fils. Plus tard dans la soirée, alors que je discutais avec Fatoumata de son projet d'agrandir son restaurant, je remarquai du coin de l'œil Mathilde qui semblait agitée. Elle me fit signe discrètement. « Excusez-moi un instant », dis-je à Fatoumata avant de rejoindre Mathilde. « Monsieur, chuchota-t-elle, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai surpris une conversation entre mademoiselle Céleste et un homme que je ne connais pas. Il semblait très intime et... » Elle s'interrompit, visiblement troublée. Je posai une main rassurante sur son épaule. « Continuez, Mathilde. L'homme... Il parlait d'un plan, quelque chose à propos de sécuriser l'héritage. « Monsieur, je crois que mademoiselle Céleste n'est pas celle qu'elle prétend être. » Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Mes pires craintes semblaient se confirmer, mais maintenant, une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Qui était cet homme mystérieux? Quel était ce plan dont parlait Mathilde? Je regardais à travers la salle, où Antoine riait avec Céleste, inconscient du danger qui planait. Je savais que les prochains jours seraient cruciaux. Il était temps de passer à l'action, de protéger mon fils et de démasquer Céleste une fois pour toutes. Mais alors que je m'apprêtais à agir, je ne me doutais pas que le destin avait encore de nombreuses surprises en réserve pour nous tous. Le lendemain du gala, je me réveillais avec un sentiment d'urgence. Les révélations de la veille tournaient dans mon esprit, me laissant peu de répit. Alors que je descendais prendre mon petit déjeuner, je fus surpris de trouver Mathilde déjà dans la cuisine, l'air préoccupé. « Monsieur, dit-elle en me voyant entrer, puis-je vous parler en privé ?» Je hochai la tête, intrigué par son ton grave. Nous nous dirigeâmes vers mon bureau, où je fermai soigneusement la porte derrière nous. « Mathilde, que se passe-t-il » demandai-je, m'asseyant derrière mon bureau. Elle resta debout, tordant nerveusement son tablier entre ses mains. « Monsieur, ce que je vais vous dire, c'est très difficile pour moi. J'ai gardé ce secret pendant si longtemps, mais après ce que j'ai vu hier soir, je ne peux plus me taire. » Je me penchai en avant, attentif. « Je vous écoute, Mathilde. Vous savez que vous pouvez tout me dire. » Elle prit une profonde inspiration. « Il y a 25 ans, peu après la naissance d'Antoine, j'ai reçu la visite d'une femme. Elle s'appelait Élisabeth Dubois. Je sentis mon cœur s'accélérer. Dubois, le nom de famille de Céleste. Elle était enceinte, poursuivit Mathilde, et désespérée. Elle m'a raconté qu'elle avait eu une brève liaison avec un homme marié, un homme puissant. Elle avait peur pour son bébé, craignant que cet homme ne cherche à lui nuire s'il apprenait son existence. Je restai silencieux,
sentant que l'histoire était loin d'être terminée. J'ai promis de l'aider, de veiller sur son enfant si jamais il lui arrivait quelque chose. Je ne savais pas qui était le père, mais j'ai juré de protéger ce bébé. Mathilde leva enfin les yeux vers moi, des larmes brillant au coin de ses paupières. Monsieur, ce bébé, c'était Céleste. Le choc me cloua sur place. 1000 questions se bousculaient dans mon esprit, mais une seule franchit mes lèvres. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? J'avais fait une promesse, répondit-elle doucement. Et puis au fil des années, j'ai observé Céleste de loin. Elle semblait heureuse, bien élevée. Je me suis dit que peut-être mon aide n'était pas nécessaire après tout. Je me levais faisant les 100 pas dans mon bureau. Et maintenant, pourquoi me le dire aujourd'hui? Parce que je crains d'avoir commis une terrible erreur, avoua Mathilde. Hier soir, j'ai reconnu l'homme avec qui Céleste parlait. C'était Jacques Mercier, un ancien ami d'Élisabeth. Et ce qu'il disait, « Monsieur, je crois qu'il complote quelque chose. » Mon esprit tournait à plein régime. Céleste, potentiellement ma fille. Un complot. Et Antoine, mon fils, pris au milieu de tout cela. « Mathilde, dis-je finalement, je vous remercie de votre honnêteté. Ce que vous venez de me révéler change beaucoup de choses. Mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. » Elle hocha la tête, attentive. « Ne parlez de ceci à personne, pas même à Antoine. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe réellement. »« Bien sûr, monsieur, » acquiesça-t-elle. « Mais que comptez-vous faire ?» Je me tournai vers la fenêtre, observant les jardins où, la veille encore, se déroulait notre gala. Je vais continuer à observer, à enquêter, et surtout, je vais protéger ma famille, quoi qu'il en coûte. Alors que Mathilde quittait mon bureau, je restais immobile, perdu dans mes pensées. L'image de Claire, ma défunte épouse, me vint à l'esprit. Avait-elle su? Avait-elle soupçonné quelque chose? Et Élisabeth Dubois, que lui était-il arrivé? Je savais que les prochains jours seraient cruciaux. Je devais découvrir la vérité sur Céleste, sur ses intentions et sur ce mystérieux Jacques Mercier. Mais plus que tout, je devais protéger Antoine, le préserver de la tempête qui se préparait. Avec un soupir, je m'assis à mon bureau et commençai à planifier mes prochains mouvements. Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent la révélation de Mathilde furent un tourbillon d'émotions et d'investigations discrètes. J'avais engagé un détective privé pour enquêter sur le passé d'Élisabeth Dubois et sur ce mystérieux Jacques Mercier, tout en gardant un œil vigilant sur Céleste et Antoine. Ce soir-là, une semaine après le gala, j'organisais un dîner intime à la maison. Antoine, Céleste et quelques amis proches étaient conviés. Mon plan était simple, observer, écouter et peut-être, si l'occasion se présentait, confronter. La soirée battait son plein quand mon téléphone vibra discrètement. C'était un message du détective « Information cruciale sur JM. Besoin de vous parler immédiatement. » Je m'excusais auprès de mes invités et me retirais dans mon bureau. À peine avais-je fermé la porte que mon téléphone sonna. « Monsieur Beaumont. » La voix du détective était tendue. « Jacques Mercier n'est pas celui qu'il prétend être. C'est un escroc connu sous plusieurs identités. Il a été impliqué dans plusieurs affaires de fraude et d'extorsion. » Mon cœur se serra. Et Céleste, que savez-vous sur elle? C'est là que ça devient intéressant, poursuivit-il. Céleste semble être une victime autant qu'une complice. Nous avons trouvé des preuves que Mercier la manipule depuis des années, probablement depuis la mort de sa mère. Je fermai les yeux, assimilant ces nouvelles informations. Soudain, un bruit attira mon attention. La porte de mon bureau s'était entr'ouverte, et là, figée sur le seuil, se tenait Céleste, les yeux écarquillés. « Monsieur Beaumont, » murmura-t-elle, « qu'est-ce que tout cela signifie ?» Je raccrochai rapidement et me levai. « Céleste, entrez et fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle obéit, tremblante. « Vous enquêtez sur moi? Pourquoi ?» Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Céleste, je sais pour Jacques Mercier, je sais qu'il vous manipule. Et je sais pour votre mère, Élisabeth. » Son visage pâlit. « Comment? Non, vous ne comprenez pas. Jacques, il m'a dit que c'était le seul moyen de... » À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau, révélant Antoine, l'inquiétude peinte sur son visage. « Papa, Céleste, que se passe-t-il ici ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Je regardais tour à tour mon fils et Céleste, réalisant que le moment que je redoutais était arrivé plus tôt que prévu. « Antoine, commençai-je doucement, il y a des choses que tu dois savoir, sur Céleste, sur notre famille, sur... »
Mais je fus interrompu par un grand fracas venant du salon. Des cris et le bruit de verre brisé nous parvinrent. Nous nous précipitâmes tous les trois hors du bureau. Dans le salon, au milieu des invités choqués, se tenait Jacques Mercier, un sourire narquois aux lèvres. « eh bien, dit-il d'une voix mielleuse, quelle charmante petite réunion de famille. » Céleste hoqueta. « Jacques, que fais-tu ici ?» Il s'avança, son regard passant de Céleste à moi. « Je suis venu récupérer ce qui me revient de droit, ma chère. Ou devrais-je dire, ce qui revient à ta mère ?» Antoine, confus, se tourna vers moi. « Papa, qui est cet homme? De quoi parle-t-il » Je fis un pas en avant, me plaçant instinctivement entre Mercier et ma famille. « Jacques Mercier, je présume ? Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite conversation. » Mercier ricana. « Oh oui, Victor Beaumont, il est grand temps que nous parlions. De votre passé, de vos secrets et de l'héritage que vous avez nié à Céleste pendant toutes ces années. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Tous les regards étaient rebraqués sur nous quatre. Mercier, le manipulateur, Céleste, tremblante et perdue, Antoine, confus et blessé, et moi réalisant que tous mes efforts pour protéger ma famille avaient peut-être eu l'effet inverse. Je savais que les prochaines minutes allaient tout changer. Les secrets longtemps enfouis allaient éclater au grand jour, et rien ne serait plus jamais comme avant. « Très bien, » dis-je finalement, ma voix résonnant dans le silence tendu. « Parlons. Mais pas ici, dans mon bureau. Antoine, Céleste, venez avec nous. Les autres, je vous prie de nous excuser. » Alors que nous nous dirigions vers mon bureau, je sentis le poids de 2 décennies de secrets et de non-dits peser sur mes épaules. L'heure de la vérité avait sonné, et j'ignorais si notre famille en sortirait intacte. Le silence dans mon bureau était palpable. Antoine, Céleste, Jacques Mercier et moi-même étions assis, nous dévisageant les uns les autres. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. « Bien, » commençai-je, brisant enfin le silence. « Monsieur Mercier, vous semblez avoir beaucoup à dire. Je vous écoute. » Mercier sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, Victor, toujours aussi diplomatique. Pourquoi ne commencerions-nous pas par votre petite aventure avec Élisabeth Dubois il y a 25 ans ?» Je vis Antoine se raidir du coin de l'œil. Céleste, quant à elle, semblait au bord des larmes. « C'est vrai, » admis-je calmement. « J'ai eu une brève liaison avec Élisabeth. C'était une erreur, une que j'ai profondément regrettée. »« Une erreur », cracha Mercier. « C'est ainsi que vous appelez l'abandon d'une femme enceinte et de votre propre enfant. » Cette fois, ce fut Céleste qui réagit violemment. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, se tournant vers moi. « Vous êtes mon père ?» Je fermai les yeux un instant, rassemblant mes forces. Je l'ai appris récemment, Élisabeth ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Antoine se leva brusquement. « C'est absurde. Papa, comment as-tu pu nous cacher ça? Et toi, Céleste, tu le savais ?» Céleste secoua frénétiquement la tête. « Non, je ne savais rien de tout ça. Maman ne m'a jamais parlé de mon père. » Mercier ricana. « Bien sûr qu'elle ne t'en a pas parlé. Elle voulait te protéger de cet homme qui l'a abandonné. » Je me tournai vers lui, sentant la colère monter en moi. « Et vous, Mercier, quel rôle jouez-vous dans tout ça? Pourquoi manipuler Céleste ?» Il se pencha en avant, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « J'étais l'ami d'Élisabeth. Je l'ai vue souffrir à cause de vous. Quand elle est décédée, j'ai promis de veiller sur Céleste et de lui obtenir ce qui lui revenait de droit. » En la manipulant, intervint Antoine. En la poussant à se rapprocher de moi pour l'argent, Céleste se leva d'un bond. « Ce n'est pas vrai. Antoine, je t'aime vraiment. Jacques m'a dit... Il m'a dit que c'était le seul moyen de découvrir la vérité sur mon père. » Je regardais Céleste, voyant pour la première fois la vulnérabilité derrière son masque de perfection. « Céleste, dis-je doucement, je suis désolé. Si j'avais su, si Élisabeth m'avait dit... »« Assez !» cria Mercier, se levant à son tour. « Vous n'avez pas le droit de jouer les pères repentants maintenant. Céleste mérite sa part de l'héritage Beaumont, et je suis ici pour m'assurer qu'elle l'obtienne. » C'est alors qu'Antoine fit quelque chose qui nous surprit tous. Il éclata de rire. Un rire amer, certes, mais un rire néanmoins. « C'est donc ça, dit-il, secouant la... Tout ça pour de l'argent. Papa, Céleste, vous êtes tous les deux victimes de cet homme. » Je regardais mon fils avec fierté. Malgré le choc et la trahison qu'il devait ressentir, il voyait clair dans le jeu de Mercier. Céleste semblait perdue. « Je ne comprends plus rien. »« Jacques, tu m'avais dit... » Mercier, voyant que la situation lui échappait, tenta une dernière manœuvre. « Céleste, ne les écoute pas. Ils essaient de te manipuler comme ton père l'a fait avec ta mère. »
C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Mathilde entra, tenant un vieux journal à la main. « Monsieur, dit-elle essoufflée, j'ai trouvé ça dans les affaires de Madame Claire. Je pense que vous devriez le lire. » Elle me tendit le journal et je reconnus immédiatement l'écriture de ma défunte épouse. Mes mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant. Alors que je commençais à lire, je sentis le monde autour de moi s'effacer. Les mots de Claire, écrits il y a si longtemps, allaient peut-être enfin apporter la vérité que nous cherchions tous. « Mon amour, commençait l'entrée. Aujourd'hui, j'ai découvert ton secret. J'ai vu Elisabeth et je sais pour l'enfant. » Je levai les yeux, croisant le regard de Céleste. « Je pense, dis-je doucement, que nous avons tous besoin d'entendre ceci. » Et alors que je commençais à lire à haute voix, je sentis que nous étions sur le point de découvrir une vérité qui changerait à jamais le cours de nos vies. Le silence dans la pièce était total alors que je commençais à lire à haute voix les mots de Claire, ma défunte épouse. Sa voix, à travers ses écrits, semblait emplir la pièce, nous transportant tous 25 ans en arrière. « Mon amour, aujourd'hui, j'ai découvert ton secret. J'ai vu Elisabeth et je sais pour l'enfant. Mais ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que j'ai cru au début. Elisabeth est venue me voir en larmes, elle m'a tout raconté. La nuit où vous vous êtes rencontrés, la passion d'un instant et les conséquences inattendues. Mais il y a plus, tellement plus que tu ne sais pas. L'enfant qu'elle porte, Victor, n'est pas le tien. » Je m'arrêtai un instant, stupéfait. Céleste laissa échapper un petit cri tandis qu'Antoine et Mercier restaient figés, bouche bée. « Elisabeth m'a avoué qu'elle était déjà enceinte quand elle t'a rencontré. Le père est un homme marié, puissant et dangereux. Elle avait peur pour sa vie et celle de son bébé. Quand elle a réalisé que tu étais mon mari, elle a vu une opportunité de protéger son enfant. Elle voulait te faire croire que l'enfant était de toi, espérant que tu l'aiderais à le protéger. Mais face à moi, face à notre amour, elle n'a pas pu maintenir ce mensonge. Victor, mon amour, je t'ai pardonné cette erreur d'un soir. Je comprends la solitude que tu as dû ressentir pendant mon long séjour à l'hôpital. Mais maintenant, nous devons aider Elisabeth. Nous devons protéger cet enfant innocent. » Je levai les yeux du journal, croisant le regard de Céleste. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. « Il y a plus, » dis-je doucement avant de continuer la lecture. « J'ai promis à Elisabeth que nous l'aiderions. Nous avons élaboré un plan. Elle va partir, s'installer loin d'ici avec son enfant. Nous lui fournirons les moyens de commencer une nouvelle vie en sécurité. Victor, quand tu liras ceci, car je sais qu'un jour la vérité devra éclater, sache que j'ai agi par amour. Amour pour toi, pour notre famille, et pour cet enfant innocent qui mérite une chance. Je prie pour que le jour où cette vérité sera révélée, tu comprennes mes actions. Et j'espère que cet enfant, où qu'il soit, aura connu l'amour et la sécurité que nous avons voulu lui offrir. Avec tout mon amour, Claire. » Le silence qui suivit ma lecture était assourdissant. Céleste fut la première à le briser, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Alors, vous n'êtes pas mon père ?» Je secouai doucement la tête. « Non, Céleste, mais cela ne change rien au fait que Claire et moi voulions te protéger. » Antoine s'approcha de Céleste, la prenant dans ses bras. « Ça ne change rien pour moi non plus, » dit-il doucement. Mercier, qui était resté silencieux jusque-là, se leva brusquement. « C'est absurde. Vous inventez tout ça pour échapper à vos responsabilités. » Je me tournai vers lui, sentant une colère froide monter en moi. « Assez, Mercier. Votre jeu est terminé. Vous avez manipulé Céleste, vous avez essayé de détruire ma famille pour de l'argent. » Céleste se dégagea doucement des bras d'Antoine et fit face à Mercier. « Est-ce vrai, Jacques? Tu m'as menti tout ce temps. » Mercier, acculé, laissa tomber son masque. « Tu ne comprends pas, Céleste. C'était notre chance d'avoir la vie que nous méritions. »« Non, » répondit-elle fermement. « C'était ta chance d'obtenir ce que tu voulais. Tu as utilisé le souvenir de ma mère, tu as joué avec mes sentiments. » Je m'avançai, posant une main sur l'épaule de Céleste. « Céleste, je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Même si je ne suis pas votre père biologique, je voudrais, si vous le permettez, faire partie de votre vie. » Elle me regarda, les yeux brillants de larmes. « J'aimerais ça, dit-elle doucement. » Antoine s'approcha, prenant la main de Céleste. « Nous sommes une famille maintenant, tous ensemble. » Mercier, voyant qu'il avait perdu, fit un pas vers la porte. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça, » menaça-t-il. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Mathilde, qui était restée discrètement à l'écart, s'interposa. « Je ne crois pas, monsieur Mercier. La police est en chemin, ils seront très intéressés par vos activités de ces dernières années. » Alors que Mercier était emmené par les autorités, je regardais ma famille nouvellement réunie.
Il y aurait encore beaucoup à dire, beaucoup à pardonner, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis un véritable espoir pour l'avenir. Céleste, Antoine et moi nous assîmes, prêts à parler, à écouter, à commencer à guérir. Et quelque part, je sentais que Claire nous regardait, souriante, sachant que son dernier acte d'amour avait finalement porté ses fruits. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit tumultueuse où tous nos secrets avaient été révélés. Le soleil d'automne baignait les jardins du manoir Beaumont d'une douce lumière dorée, symbolisant parfaitement le renouveau que nous vivions tous. Je me tenais sur la terrasse, une tasse de café à la main, observant Antoine et Céleste qui se promenaient main dans la main près de la fontaine. Leur relation avait survécu à la tempête, plus forte peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, les avait libérés des mensonges et des manipulations. Mathilde s'approcha doucement, se plaçant à mes côtés. « Ils ont l'air heureux, n'est-ce pas, monsieur ?» Je souris, acquiesçant. « Oui, Mathilde. Et c'est en grande partie grâce à vous. Votre loyauté et votre perspicacité nous ont sauvés. » Elle rougit légèrement, baissant les yeux. « J'ai simplement fait ce qui était juste, monsieur. Et c'est précisément ce qui fait de vous un membre irremplaçable de cette famille, » répondis-je avec sincérité. Nous restâmes silencieux un moment, savourant la paix qui régnait enfin sur le domaine. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Jacques Mercier avait été arrêté et faisait face à de nombreuses accusations de fraude et d'extorsion. Son procès était prévu pour le mois suivant et Céleste avait courageusement accepté de témoigner contre lui. Quant à Céleste elle-même, elle avait beaucoup changé. Fini l'influenceuse superficielle obsédée par son image. Elle avait décidé d'utiliser sa notoriété pour une cause plus noble. Avec notre soutien, elle avait lancé une fondation pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à poursuivre leurs études. Son premier projet? Une école de musique dans un quartier populaire, en hommage à sa mère Elisabeth, qui avait toujours rêvé d'être chanteuse. Antoine et Céleste s'approchèrent de nous, leurs visages rayonnants. « Papa, dit Antoine, nous avons quelque chose à vous annoncer. » Mon cœur fit un bond. Était-ce ce que je pensais? Céleste prit une profonde inspiration. « Nous allons nous marier, » annonça-t-elle, un mélange de joie et d'appréhension dans la voix. Je sentis un sourire s'épanouir sur mon visage. « C'est merveilleux, dis-je, les enlaçant tous les deux. Je suis si heureux pour vous. »« Ce n'est pas tout, » ajouta Antoine, échangeant un regard complice avec Céleste. « Nous voulons que le mariage ait lieu ici, dans les jardins, et nous aimerions inviter les pensionnaires de la maison de retraite du quartier comme invités d'honneur. » Je les regardais stupéfaits et émus. Ils avaient vraiment compris la leçon de tout ceci. « C'est une idée magnifique, approuvai-je. Votre mère aurait été si fière de vous, Antoine. » À la mention de Claire, nous eûmes tous un moment de recueillement. Son amour et sa sagesse continuaient de nous guider, même des années après son départ. « Il y a autre chose, » dit doucement Céleste. « J'ai décidé de rechercher mon père biologique. » Je la regardais, surpris. « Es-tu sûr? Ce pourrait être dangereux vu ce que nous savons. » Elle hocha la tête. « J'ai besoin de savoir, de comprendre, mais je ne le ferai pas seul. J'ai besoin de vous tous. » « Et tu nous as, » assura Antoine, serrant sa main. « Absolument, » ajoutai-je. « Nous sommes une famille maintenant, quoi qu'il arrive. » Mathilde s'éclaircit la gorge. « Si je puis me permettre, j'ai peut-être quelques informations qui pourraient vous aider dans vos recherches, mademoiselle Céleste. » Nous nous tournâmes vers elle, surpris. Mathilde sourit timidement. « Votre mère m'a confié certaines choses avant de partir. Je pensais que le moment n'était jamais venu de les révéler, mais maintenant... » Céleste s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Merci, Mathilde. Merci d'avoir veillé sur moi toutes ces années, même de loin. » Alors que nous rentrions tous dans la maison, prêts à écouter ce que Mathilde avait à nous dire, je ne pus m'empêcher de jeter un dernier regard sur les jardins baignés de soleil. Tant de choses avaient changé, des secrets avaient été révélés, des mensonges démasqués, des vérités acceptées. Mais au milieu de tout cela, l'amour avait triomphé. L'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'un couple malgré les obstacles, l'amour d'une famille qui s'étendait au-delà des liens du sang. Je pensais à Claire, à sa sagesse et à son sacrifice. Elle avait vu juste. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous avait libérés. Et maintenant, nous étions prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts et plus unis que jamais. Alors que je fermais la porte-fenêtre derrière moi, je sus que ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Pour Céleste, pour Antoine, pour moi-même et pour notre famille nouvellement réunie. Quels que soient les défis qui nous attendaient,
nous les affronterions ensemble, guidés par l'amour et la vérité. Et quelque part, je savais que Claire nous regardait, fière et heureuse de voir que son dernier acte d'amour avait porté ses fruits, unissant des vies d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.